Jou poko leve, n'a travail. Soleil fin couché, n'a travail. Mais tout le monde c'est moun, c'est même maître là qui crée. Mais pour qui ça nous pas qu'à gagner liberté? Papa Dambala, oui, Papa Dambala, oui, 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 Papa Dambala. Oui, Papa Dambala, Papa Dambala, Dambala, ou connaît ce petit tout papa. Papa Dambala, Dambala, l'ouvrier pour garder nous, papa. Oui, 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 Papa Dambala. Oui, Papa Dambala. Oui, Papa Dambala. Oui, Papa Dambala, Papa Dambala, Dambala, ou connaît ce petit tout papa. Papa Dambala, Dambala, l'ouvrier pour garder nous, papa. Papa Dambala, Dambala, où connaît ce petit tout, petit tout, petit tout. Papa Dambala. Le 24 novembre 1977, alors que j'étais en Angleterre pour ma première année d'université, ma meilleure amie, mon amie d'enfance et d'adolescence, ma sœur en quelque sorte, mourait à 18 ans dans un accident de voiture sur la route de Montrouge. Une semaine environ plus tard, je recevais une carte de ma cousine et marraine, Sylvie, avec dedans ces paroles tracées à la main. Il faudrait pouvoir se parler doucement, longuement. Et ce court poème d'Aimé Césaire. L'exil s'en va ainsi dans la mangeoire des astres, portant de malhabiles grains aux oiseaux nés du temps, qui jamais ne s'endorment jamais, aux espaces fertiles des enfances remuées. Parmi les marques d'attention, d'affection reçues dans l'éloignement et dans cette étrange solitude que peuvent apporter les disparitions qui nous marquent, qui nous définissent, c'est celle-là qui m'est restée, qui a résonné à jamais dans mon cœur et dans mon esprit. Une parole m'invitant avec tendresse dans la compagnie de ceux et celles qui portent à jamais un deuil, la longue promenade que serait désormais la vie avec cette présence en nous des êtres chers impossiblement disparus. Je savais bien sûr, malgré les silences liés à la dictature,
les tragédies qui avaient marqué la vie de Sylvie, celle de Jean-Claude Bajeux. Elle fut ma marraine, absente et lointaine tout d'abord. Mais ma très jeune vie, dès l'âge de 4 ans, avait frôlé la sienne lorsque son fils, Jacques Christian, était venu vivre avec nous, bébé, devenant ainsi pour moi un petit frère miraculeux durant toute une année. Et puis vinrent l'été et l'automne 1964, et toutes nos existences emportées vers l'exil, l'éparpillement des familles, la peur, le désarroi. Une marraine, belle, triste, mais énergique, aperçue quelquefois dans le brouillard du Harlem des années 60, moi dans la déroute de ces enfances remuées par l'exil, parmi la bande des cousins et cousines cherchant à s'amuser malgré tout dans ces couloirs sombres, parmi tant d'adultes en morceaux. J'eus néanmoins la chance de retourner grandir en Haïti alors que Sylvie poursuivait sa route et qu'avec Jean-Claude Bajeux, elle élevait Jacques Christian dans un autre exil, plus heureux celui-là, à Porto Rico, puis Princeton, puis à nouveau Porto Rico, au cœur d'une communauté bouillonnante, pleine de généreuses idées caraïbéennes, de lecture, de poésie, de discussions passionnées, de fêtes, de danse et de combats. On y parlait d'Haïti et de tant d'autres choses, mais toujours d'Haïti, centre d'un monde que tous portaient dans leur cœur dans ces années 70-80. Un monde qui devait changer, et Haïti, pionnière de la liberté qui un jour serait à nouveau libérée. En février 1986, Jean-Claude Bajeux fut le premier des exilés politiques à revenir au pays. Sylvie suivrait plus tard, d'abord intermittente, naviguant ses engagements professionnels à Porto Rico, et ce recommencement en Haïti. Mais elle y revint définitivement. Et c'est ici que se tissa notre relation d'adulte, de cousine, d'amis. C'est ici que j'ai pratiqué à travers tant de jours, de soirées, de promenades, de séjours ici et là à travers le pays, toujours en compagnie de Michel, souvent en compagnie de Daniel. Son esprit, son humour, son regard, son énergie, son infinie capacité à embrasser la cause de la justice, à aller vers les autres, son appétit pour la vie, son amour enthousiaste de la nature, de tous les paysages de notre pays, son prodigieux entêtement à mener les combats pour la justice due aux plus vulnérables, à tenir tout le monde sur le pont de ce navire, tantôt réel, tantôt imaginaire, qui va vers un monde meilleur. Combattante sur tous les fronts, jusqu'à l'épuisement causé d'abord par le terrible chagrin de la mort de Jean-Claude en 2011, puis par les mauvais coups du sort et ceux de son propre corps, la maladie qui nous défait, nous désoriente, nous casse. Je garde de Sylvie aujourd'hui un rire doux et moqueur et une volonté d'acier face aux difficultés de la vie jusqu'à la fin. J'ai eu le privilège de la revoir l'année dernière à Porto Rico lors de ses 80 ans, aux côtés de son fils, toujours mon petit frère. Les deux si braves et pleins d'humour devant la maladie de Sylvie et devant la solitude. Soldats et non héros, tel qu'elle l'a voulu. Dos au mur, mais debout et guerriers, guerrières jusqu'au bout, comme dans le poème « If We Must Die » de Claude McKay. Je pense aujourd'hui très fort aux membres de la famille de Sylvie à travers le monde, à sa sœur Christina, à Janine, à Françoise et à leurs enfants en France, son frère Philippe et sa famille à New York, à la famille Wadestran, à la famille Aimée, à Porto Rico, ici et aux États-Unis. Je remercie toutes celles et tous ceux ici en Haïti qui l'ont accompagné et apprécié. Je ne peux citer les noms des nombreuses personnes qui ont rendu possible ce petit moment, en m'entourant d'infinies gentillesses et d'aides de toutes sortes. C'est mon extraordinaire tribu, pleine de talent, de ressources, d'amitié et d'amour. La passion d'Haïti a été un marqueur fondamental de toute la vie de Sylvie Bajeux. Cet attachement viscéral au pays embrassait son histoire, ses paysages, sa culture, ses savoir-faire culinaires,
et surtout sa population, comprise dans son irrépressible désir de vivre libre dans la dignité. La lutte contre la dictature des Duvalier a été le premier jalon d'un long et constant combat de Sylvie contre l'oppression, la tyrannie, l'injustice, la corruption, la vassalisation de son pays. Le déboulonnage de la dictature duvalieriste a permis à Sylvie de rentrer au pays pour continuer à y affirmer la primauté des droits de la personne. Mais elle devra aussi se colter au lourd héritage du duvalierisme, dans les mentalités, dans les institutions étatiques, en particulier le système judiciaire. Le Centre œcuménique des droits humains, le CEDH, que Sylvie a co-dirigé avec Jean-Claude Bageux, a été une institution phare de la société haïtienne. Sylvie rameutait les organisations de droits humains en Haïti et à l'étranger. Elle recherchait et obtenait le soutien de personnalités de renommée internationale. Elle interpellait les représentants de la communauté internationale sur le traitement réservé à Haïti. J'ai eu le privilège de collaborer avec Sylvie sur divers dossiers de droits humains. Je veux en évoquer 3. Le premier dossier concerne l'action du groupe Jeune Haïti, qui avait pris les armes contre le régime Duvalier en 1964. Il s'agissait, dans ce travail, de produire un nouveau narratif pour mettre en lumière le courage de ces très jeunes hommes venus affronter la dictature et surtout le sens et la portée de leur révolte. L'exposition de photos, de documents et la veillée organisée par le CEDH ont constitué un moment fort de la post-dictature. Le second dossier est celui du Forum citoyen pour la réforme de la justice entre 2001 et 2006. Sylvie s'est énormément investie dans ce dossier durant 7 ans, dans un vaste travail de consultation nationale et d'analyse sur l'état du système de justice et la vision qu'en avaient les populations. Les travaux du Forum ont abouti à l'élaboration d'un pacte pour la réforme de la justice. Le Forum a été salué comme un modèle de consultation, de dialogue et de concertation des organisations de droits humains. Sylvie était très fière de cette réalisation. Le troisième dossier est l'affaire Jean-Claude Duvalier et consorts. Le retour inopiné de Jean-Claude Duvalier en 2011 a été un véritable choc, en particulier pour une personne comme Sylvie, dont la vie avait été irrémédiablement bouleversée par la dictature. Le CEDH a rapidement réagi à cet événement pour s'associer à d'autres organisations de droits humains et à des plaignantes et plaignants afin de faire front au sein du collectif contre l'impunité. Un chemin douloureux, très douloureux et tortueux, mais dans lequel Sylvie a su rester vigilante pour dénoncer les velléités de réhabiliter le duvalierisme et œuvrer pour que les crimes de la dictature soient reconnus pour ce qu'ils sont, des crimes contre l'humanité. Outre la participation aux activités mémorielles du collectif contre l'impunité et de la Fondation Focale, Sylvie a rejoint la Fondation Devoir de mémoire qui s'évertue à faire connaître les méfaits d'un système dictatorial. Le départ de Sylvie m'a causé un grand chagrin. Je pleure son départ. Je pleure le départ d'une femme qui a fait de la défense des droits humains sa trame existentielle. Et je lui dis merci. Merci Sylvie. Sylvie, tu as été un symbole du refus et de la résistance à l'oppression et à l'injustice.
Honneur et respect pour Sylvie. Chère Sylvie, il m'est difficile de parler de toi au passé. Tant me semblent intemporels et forts les moments que nous avons partagés. Je t'ai rencontré par des amis communs et très vite, allait entre nous naître et grandir une très belle et profonde amitié qui aurait pu ne pas être compte tenu de nos histoires personnelles. Cette amitié sera renforcée par ma collaboration au Centre œcuménique des droits humains que tu dirigeais avec Jean-Claude. C'est là que j'ai pu voir à l'œuvre votre ferme conviction que la justice était la colonne vertébrale d'une société et que j'ai pu faire l'expérience de votre foi et de votre persévérance à travailler à son avènement. Jamais je ne t'ai entendu te plaindre face à l'adversité, mais plutôt demander que faire, comment agir. C'était aussi cela, ton énergie solaire et contagieuse. Le CADH a construit grâce à ton action un patrimoine que nous devrions coûte que coûte récupérer comme une incontournable référence et pour mesurer aussi le chemin parcouru. Notre amitié allait être nourrie par les rencontres rituelles du dimanche soir sur ta terrasse. Tous ceux qui fréquentaient ce lieu sous les arbres ont pu bénéficier de ta générosité agissante, de ton énergie, de ton humour et de ton intelligence. Après le tremblement de terre, tu as ouvert une partie de ta propriété à des sinistrés de ton quartier qui ont vécu des semaines durant dans ta cour. Le bureau du CEDH qui s'était effondré au bas de la ville avait lui aussi été transféré sous une tente au bout de la propriété. Je t'ai vu déployer tout ton savoir-faire pour rendre vivable et convivial ce qui était devenu un vrai village. Nous évoquions peu nos blessures, les tiennes étaient énormes. Il était convenu tacitement que nous pouvions compter l'une sur l'autre. Si tu jugeais les dénonciations publiques indispensables, il y a incontestablement chez toi une certaine élégance à ne pas te répandre et une hauteur dans la discrétion que j'ai toujours admirée. Lors de notre dernière conversation le jour de ton anniversaire, tu as réitéré l'invitation à venir te rendre visite à Porto Rico. Tu tenais tant à nous faire découvrir cette île qui est aussi un autre chez toi. Tu t'étais fait des amis, là où tu avais tant milité en faveur des réfugiés haïtiens. Je regrette de n'avoir pas eu le temps de te faire cette dernière visite. Je voulais aussi m'y rendre pour revoir Jacques-Christian, ton fils, et pour raviver le souvenir de Jean-Claude, qui savait pratiquer un art du silence remarquable. Et ce silence nous habite encore et me fait penser à un très beau poème de Césaire. En guise de conclusion, je ne mettrai pas des mots convenus sur la douleur. Je dirais qu'en dépit de la conjoncture, plus je vis en Haïti et plus j'avance en âge, plus j'ai appris à donner davantage de crédit à la joie. Et c'est peut-être ce qui nous lie, toi et moi. Je ne veux pas parler du bonheur béat ou de l'euphorie illusoire, non, mais de cette force nécessaire et certaine pour traverser les eaux noires de la douleur et du chagrin afin d'atteindre l'autre rive, celle de la joie. S'y maintenir contre vents et marées requiert un courage indéniable qui finit par devenir un savoir-vivre, une éthique, un savoir-être, une sagesse. Toute ta vie a été une invitation à nous tenir sur cette rive-là. Au revoir Sylvie, tu nous manques déjà beaucoup. Marcher dans nuit de salam réveillé. Marcher dans nuit de salam, tout vient nèg ma on relé mieux di moi. Pas crier ti maman, pas crier.
songe t'es d'Haïti salteye. C'est maman liberté s'il tombe la lever. Maré renti maman pas crier. Songe t'es d'Haïti salteye. C'est maman liberté s'il tombe la lever. Marcher la nuit ça là, moi ouais yo. Marcher la nuit ça là, me rêve yo. Marcher la nuit ça là, tout vient nèg ma on relè m'yo di moi. Pas crier ti maman pas crier, songe t'es d'Haïti salteye. C'est maman liberté s'il tombe la lever. Maré on ti maman pas crier, songe t'es d'Haïti salteye.